Bonjour à tous et bienvenue pour cette table ronde des mercredis de la supply chain où nous allons parler de préparation de commandes. Alors la préparation de commandes automatisée est un sujet qui intéresse de plus en plus d'entreprises qui s'interrogent parfois sur les solutions à mettre en place. Cette table ronde vise précisément à faire un petit peu le point sur les solutions qui existent et qui vous permettent peut-être à certains d'entre vous à établir le choix, enfin, le système qui correspond le mieux à leurs besoins. Pour parler du sujet, 4 experts autour de la table, à qui j'ai demandé de bien vouloir se présenter, en commençant par Benoît. Bonjour, Benoît Cudel, donc Simco Consulting, on fait du conseil et la formation en logistique et supply chain. Notre spécificité, c'est de collecter la stratégie de l'entreprise, la transformer en solution opérationnelle. On s'adresse à des grands groupes, à des PME, voire à des TPE, et tout secteur confondu, industrie, alimentaire, pharmacie, cosmétique. Voilà. Voilà, vous êtes basé Chalon-sur-Saône. Chalon-sur-Saône. Merci Grégory. Grégory Besson, je fais partie de l'équipe commerciale de Dematic. Chez Dematic, on est fabricant et intégrateur d'un large portefeuille de solutions qui répondent au sujet dont on va parler aujourd'hui. Chez Dematic, on est 230 collaborateurs qui travaillent à répondre à toutes les questions et installer et fournir du matériel de performance pour automatiser la préparation de commandes. Très bien, merci. Jean. Jean Nizery, du coup, responsable commercial chez Cardex. Donc Cardex, société suisse basée à Zurich, on fait un petit peu plus de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. On existe depuis un peu plus de 50 ans et on est à l'origine très connu pour des systèmes de stockage verticaux qui sont pratiquement passés dans le vocabulaire courant. On en a installé plus de 120 000 à travers le monde et en France on a un petit peu plus de 6 000 systèmes qui sont sous contrat de nos services de maintenance. Et on est devenu, après ça, intégrateur de solutions automatisées comme la solution AutoStore pour pouvoir adresser des projets de plus grande envergure jusqu'à plusieurs dizaines de millions d'euros. Merci. Et Yann. Yann Arianès, je représente la société Système Logistique en tant que responsable pays de France et Belgique. Donc Système Logistique est un intégrateur donc, qui conçoit, fabrique et déploie des solutions d'intralogistique sur tout type, donc que ce soit sur la palette, le colis et notamment on est spécialiste dans la partie AMR, AGV, plus robotisation, enfin, tout ce qui est les grands objets de la préparation de commandes. Système Logistique fait donc 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, est basé en Italie. On a un développement international relativement fort sur les États-Unis, l'Inde, la Chine et globalement les pays de l'Ouest. On fait partie du groupe Krones, qui est le numéro 1 entre guillemets, de l'embouteillage, donc la gestion des process industriels, entre guillemets, dans le métier du liquide et de la crème. Très bien, merci beaucoup. Quand on parle de préparation de commandes, est-ce qu'on peut établir une sorte de panorama, de distinguer les grandes familles qui constituent ce domaine qui est la préparation de commandes automatisée? Qui souhaite s'exprimer sur le sujet? Je vais donner la parole au consultant. Merci. Oui, alors on va analyser plusieurs choses, évidemment. Ouais. Déjà la typologie des produits. Est-ce qu'on est plutôt sur des produits sur palette? Est-ce qu'on est plutôt sur du colis? On va analyser donc une notion de besoin, de flux, de ratio entre le flux et le stock. C'est quelque chose qui est important, qui va permettre déjà de calibrer une solution. Il y a une notion donc de typologie évidemment de produits aussi en lui-même qui fait qu'on peut avoir des contraintes qui sont des contraintes ICPE, des contraintes de conservation de produits, de température, etc. Et puis on va aussi analyser en dehors du produit, puisqu'on est plutôt sur une analyse à 360 degrés, le degré d'automatisation, jusqu'où où souhaite aller l'entreprise. On a des solutions aujourd'hui qui sont, j'allais dire, de plus en plus légères, entre guillemets, tout moins lourdes à installer. Et donc, on va travailler avec l'entreprise, justement, pour comparer différentes solutions en fonction donc, de ces différents critères, pour aller orienter sur telle ou telle technologie. Alors, quand on parle de préparation de commande, il y a la préparation de commande en général et il y a la préparation de commande détail, où là, on peut aussi distinguer de typologie de produits. Oui, on peut. Les AMR, par exemple, qui apportent les palettes aux préparateurs. Alors, on est en philosophie de préparation, finalement. Le goods to person ou le person to goods. Donc, l'automatisation va plutôt être... on va
plutôt être sur du good sous personne, mais on peut avoir des systèmes d'AMR qui sont plutôt accompagnants, donc qui vont accompagner un préparateur qui garde les mains libres pour à la fois pour acter, pour valider une prise d'une préparation, pour prendre, etc., et qui va déposer sur un AMR qui l'accompagne. Ou alors on est sur des aménagements de postes de travail où effectivement donc la marchandise arrive, on va préparer selon pareil une stratégie multicommande et autres, et on va optimiser finalement ce temps-là, sachant qu'il y a l'outil qui permet d'amener les produits, et puis il y a toute la partie, et je pense qu'on va être amené à en parler, d'interface homme-machine, qui permet justement de sécuriser, de gagner du temps sur ces notions de préparation, et qui là aussi finalement sont adaptables et adaptés en fonction des besoins, avec différentes technologies, le code barre qu'on connaît bien, le RFID, voilà, on peut avoir aussi des apports visuels, la reconnaissance de caractère, donc tout ça qui permet vraiment de sécuriser, fiabiliser le processus. Merci Grégory. Chez Domatic, vous avez une palette très très large de solutions. Et ce qu'il faut bien comprendre sur cette palette de solutions, c'est que même suivant l'expression de besoin qui a été décrite pour répondre au business du client final, plusieurs solutions peuvent y répondre. Et en fait, il faut bien trouver effectivement ce curseur, cette matrice de décision qui paraît. Quand on parle du bin to person, c'est-à-dire des AMR qui vont amener les bacs, si on est sur de la préparation de pièces, qu'on parle de tow-store, qu'on parle de multi-shuttle, qu'on parle plus historiquement d'autres technologies qui existent, elles peuvent répondre aux besoins. Toute la force du choix va être de bien déterminer sur quels critères je veux aller, quelle philosophie, pour reprendre tes mots Benoît, je veux jusqu'où je veux aller et qu'est-ce que je vais mettre en avant ? La flexibilité, la rapidité, l'ergonomie, le bien-être des personnes dans l'entrepôt, parce qu'on aura toujours des personnes aussi autour des technologies. Donc c'est ça qui est important de bien formaliser autour de ces expressions de besoin et puis de venir travailler pour définir la meilleure solution. Justement, quand les clients viennent vous voir, est-ce qu'ils viennent vous voir avec un besoin, enfin tout au moins avec une expression du besoin précise, ou est-ce qu'ils ont besoin justement de votre conseil, de votre expertise pour mieux définir ce qui leur conviendrait le mieux? À l'heure de LinkedIn, à l'heure des webconférences, tout le monde arrive avec une idée et tout le monde des fois a envie de son post LinkedIn avec telle ou telle technologie parce que ça peut avoir une communication, parce qu'on peut avoir quelque chose qui va plus parler. Moi, ce que j'ai tendance à dire, et puis venant un petit peu du monde du conseil dans une précédente vie, le meilleur client, c'est celui qui va arriver avec une expression de besoin et non pas une expression de solution. Une expression de besoin, ensuite, elle va pouvoir être travaillée et ensemble, en partenariat avec un cabinet de conseil, avec le client qui va défendre son business et puis nous qui allons apporter les dernières innovations autour de la technologie, on va pouvoir construire la meilleure solution. Et ça, c'est je pense, les projets qui sont les mieux préparés, c'est quand on a une bonne expression de besoin. Si on est déjà trop dans la solution, on peut se fermer des portes et passer à côté de quelque chose. Revenir à un schéma de flux, revenir à une expression, à de la donnée brute sur le stock, sur la préparation. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir un nettoyage, qu'il ne doit pas y avoir un effet miroir qui est fait à un moment donné, mais l'expression de besoin, c'est la base du sujet. Vous êtes constructeur et intégrateur. Oui. C'est-à-dire que vous accompagnez le client du début jusqu'à la fin, c'est ça ? Exactement. Et un projet, c'est deux phases. Il y a la phase d'installation, avec toute la phase de design, d'analyse fonctionnelle, puis la construction et la mise en service. Puis ensuite, il y a toute la relation aussi, sur des années beaucoup plus longues derrière, avec les contrats de service, la maintenance et tout l'accompagnement qui va pour... Une fois qu'on a fait un go live, la vie ne s'arrête pas, au contraire, elle démarre. Et c'est souvent là que c'est le plus passionnant. Donc il vaut mieux que la solution que vous avez préconisée fonctionne bien et corresponde, enfin, rende... Atteignent des objectifs que vous avez définis au départ. Exactement. C'est tout l'importance de cette expression de besoin, de ce cahier des charges qui va être défini, qui va permettre de construire la solution, qui va répondre à tous les critères dont on parlait tout à l'heure, là, et suivant les curseurs, qui permettent d'arriver à avoir... Il n'y a pas de solution miracle, surtout, sinon on ne serait pas forcément à parler d'une seule solution, on serait tous à parler de la même solution. Il y a des solutions qui peuvent couvrir plusieurs aspects, et donc, avec cette expression de besoin, avec ce travail qu'on va faire, nous, avec notre solution design, des équipes expertes dans les technologies et dans la formalisation de ces datas, on va pouvoir trouver la meilleure solution pour le client et ensuite l'installer, la mettre en place, la mettre en service et l'exploiter par la suite. Merci. Alors Jean, vous avez présenté Cardex. Cardex est une société connue. Vous avez rappelé aussi que les fameux stockeurs
verticaux sont devenus un peu une référence dans le domaine industriel. Mais vous êtes spécialisé sur la ligne AutoStore. Pourquoi vous avez fait ce choix de vraiment vous spécialiser sur cette ligne de système? Alors, il y a un choix de l'entreprise et puis après, il y a un choix personnel. Le choix de l'entreprise, il est finalement assez logique. C'est-à-dire qu'on est fabricant de systèmes qui marchent très bien, qui sont très renommés et très fiables. Le fait d'avoir construit l'entreprise autour de la commercialisation de ce système-là, ça nous a permis de construire une base très solide, notamment sur les réseaux de maintenance, avoir des réseaux de maintenance dans tous les pays. Et cette base-là, c'est finalement un prérequis au fait d'aller plus loin sur l'intégration de solutions plus complexes. Donc voilà, une volonté de diversification de notre entreprise à la base, avec déjà le constat qu'on partait d'une base très favorable et très saine. Et après, un choix personnel me concernant, puisque j'ai découvert l'automatisation via les systèmes de stockage cubique, la réalisation d'un gros projet en partenariat avec une société anglaise qui s'appelle Ocado. C'était il y a 5-6 ans maintenant. Et depuis, je me suis passionné pour cette technologie-là que je trouve très, très modulaire et très versatile. Et donc du coup, c'est la suite logique qui m'a ramené. C'est important de pouvoir s'appuyer sur un réseau comme celui de Cardex pour commercialiser ce genre de c'est primordial en fait. Il y a la commercialisation des systèmes avec leur conception, le fait de pouvoir faire des offres, etc. Donc je veux dire, ça reste encore la partie facile qui est maîtrisable par quelques personnes. Mais après derrière, comme l'a rappelé Grégory, finalement, une fois que le projet est fait, qu'il est lancé, c'est que le début, c'est la naissance d'une installation. Et derrière, c'est un client qui fait partie de notre base installée dont on doit s'occuper. Et c'est pour ça que c'est primordial d'avoir un réseau de maintenance qui permette de prendre en main ce client-là, de le bichonner, de le faire évoluer aussi selon ses besoins, quoi. Merci. Yann, si vous aviez un conseil à donner à vos clients ou à vos futurs clients qui viennent vous voir avec un cahier des charges, quel conseil vous leur donneriez pour remplir au mieux ce cahier des charges? Bon, alors évidemment, il y a des notions purement techniques et mathématiques qui consistent à dire la description de ce qu'ils font comme activité, le type de charge qu'ils doivent manipuler. Mais au-delà de ça, c'est quelle est la vision stratégique qu'ils ont. Oui. Pour la simple raison que quand on déploie un système automatisé, alors après, selon son niveau de complexité, en tout cas, ça prend minimum plusieurs mois, et vous achetez un système pour plusieurs années. C'est exactement, si je dois me permettre une métaphore, c'est comme le bon père de famille qui va acheter un véhicule à un moment donné pour répondre à un besoin. C'est-à-dire, est-ce qu'il a besoin de transporter ses enfants parce qu'il en a 5 ou 6 et donc il aura un véhicule qui sera en conséquence et entre guillemets, quelle est l'utilité qu'il va avoir de ce véhicule. Ça en est de même pour le client. C'est à quelle problématique il essaye de répondre. C'est-à-dire que on peut partir sur le préalable qu'il avait une installation manuelle au départ, et il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, il a le souhait d'aller vers l'automatisation. Donc, quel est petit 1 le point de déclenchement? Est-ce que ce point de déclenchement est un point valide dans le temps? Et quelle est l'orientation stratégique qu'il doit donner à cet équipement? Puisque quelque part, il va acheter un équipement pendant un certain nombre d'années qui va l'accompagner dans son évolution. Et à partir de là, de savoir exactement l'orientation qu'il veut donner et surtout les moyens qu'il veut y consacrer. Moyens autant financiers que moyens humains pour contrôler, déployer et faire vivre ce système. Et donc c'est une vision, il faut avoir une vision extrêmement claire qui consiste à dire: est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que mon évolution future ou ma destinée va justifier pleinement le système que je vais pouvoir déployer? Et ça, généralement, il y a des phénomènes de mode. C'est-à-dire que on est quand même dans... Quand je dis des phénomènes de mode, c'est... on peut répondre à une problématique qui est une problématique présente, mais qui ne sera pas forcément valide dans les années futures, si vous préférez. Donc, il faut faire attention de ne pas rentrer dans un jeu qui consiste à dire j'ai cette problématique-là, donc j'essaie d'y répondre par l'automatisation, mais l'automatisation, au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, ne correspond plus exactement à ma vision stratégique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ceux qui ont eu les investissements les plus lourds, quelque part, en termes de mécanisation, sont bien souvent des business familiaux,
avec une vision pérenne et assez long terme de la projection. Je prendrai des clients comme Leclerc, qui est extrêmement connu par Waza. Justement parce qu'il y a une vision long-termiste des choses. C'est-à-dire que quand vous choisissez d'automatiser fortement une plateforme régionale, c'est que vous dites, mes clients, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, seront toujours mes clients et je serai toujours en train de vendre des boîtes de petits pois ou qu'importe, des produits. En même temps, lorsqu'on investit sur une installation qui va durer 15 ans ou 20 ans, on peut se dire qu'entre-temps, les technologies vont évoluer et que dans 15 ans, la technologie sera peut-être dépassée, non ? Alors, ça, on arrive sur on parlait de la préparation de commande. La préparation de commande, si on l'a subdivisé, entre guillemets, c'est quand même une notion d'approche. Je m'approche de la marchandise que je veux prendre. Donc, il y a une translation. Il y a un acte à valeur ajoutée qui consiste à prendre. Donc, dans le cas d'un préparateur de manuel, c'est prendre un colis, par exemple, sur une palette. C'est un geste, donc c'est une valeur ajoutée. Et ensuite, il y a un phénomène de concentration et de retranslation, si vous préférez. Donc, comme tout process industriel, le but de l'automatisation est quelque part d'optimiser ces parties-là et de faire en sorte que certaines phases soient complètement dissimulées ou en temps masqué. Bon. À un moment donné, quand une tâche est en temps masqué, elle est en temps masqué. Donc, quelle que soit la façon dont vous pouvez, entre guillemets, faire, comme c'est en temps masqué, c'est comme si cette fonction n'existait plus, si vous préférez. Donc après, derrière, vous allez tendance à avoir à améliorer ce genre de choses, mais il faut être clair, à partir du moment où vous attaquez, notamment dans la préparation de commande, ou toutes les activités de translation, vous êtes déjà en train de résoudre un problème relativement important, et ensuite, effectivement, vous pouvez améliorer. Et donc, il y a une recherche d'instrumentation qui permettent de le faire, mais à nouveau, il y a une limite dans ce que vous voulez faire. C'est comme la qualité, si vous préférez. Vous pouvez essayer d'arriver jusqu'à une qualité à 100%, voilà, mais ça vous coûtera extrêmement cher pour attaquer les derniers millièmes, entre guillemets, et ça en est de même pour l'automatisation. C'est-à-dire que vous pouvez effectivement toujours améliorer, mais quel est l'effort consenti par rapport au résultat que vous devez avoir? Donc il y a une pensée de bon père de famille économique et d'investissement en moyens. Justement, quand les clients viennent voir, qu'est-ce qu'ils vous demandent? C'est de la qualité, de la rapidité, de la souplesse, des coûts, enfin, je veux dire, une réduction des coûts. Quels sont vraiment leurs besoins en premier? Alors, leurs besoins en premier, c'est de répondre au marché. Voilà. C'est-à-dire que j'ai une installation qui existe, et après, c'est le périmètre, quoi. Je veux garder ma localisation telle qu'elle est, je ne peux pas m'étendre à côté, construire. Est-ce que j'envisage, pour regagner un poumon d'activité, de sous-traiter une partie ou du stockage, etc., et de me concentrer sur ma préparation de commande? On l'a vu sur un phénomène de réindustrialisation où on est nous voir en disant je dois réintégrer une ligne de production, j'ai pas d'autre choix que de prendre sur la surface logistique. Et donc, j'ai besoin d'en faire plus avec moi. Voilà. Donc, alors, on ne touche pas que la préparation de commande, on touche la densification du stockage, qui est un des autres avantages de la partie automatisation. Donc, ça peut être ça. On a des gens qui viennent nous voir aussi pour des raisons, d'ergonomie de poste de travail, cette notion RSE, finalement, limitation des TMS, troubles musculo-squelettiques, pour le coup, on n'est pas dans le transport cette fois. Voilà, donc pour aménager les postes de travail, pour amener et redonner quelque part une image aussi à cette fonction logistique qui n'est pas forcément la plus attirante vis-à-vis de l'extérieur. Oui. Donc on peut avoir vraiment plusieurs cas de figure sur cet aspect-là. Grégory. Oui, ce qui est sûr, c'est que moi je trouve que le marché a un petit peu évolué. On était beaucoup dans de la recherche de productivité il y a encore quelques années. Aujourd'hui, on a des contraintes de mètres carrés partout. Je trouve que le mètre carré devient un des critères de choix de la localisation. On a beau faire des schémas directeurs pour regarder pour déménager, il faut qu'il y ait des bâtiments disponibles, il y en a peu. Donc on va essayer d'améliorer l'existant, on va essayer de se positionner, et surtout, ou sinon quand on a un nouveau bâtiment, on va essayer de minimiser les mètres carrés, parce que l'empreinte carbone qui va être liée à la construction, qui va être liée au déménagement, enfin tout ça, ça rentre dans les critères. Donc oui, il y a toujours une recherche de productivité, parce que un des nerfs de la décision va rester la finance, mais les mètres carrés vont prendre de plus en plus d'importance dans les questions qui vont être posées et le bien-être des personnes. Un, il faut les recruter, les former rapidement. Deux, les garder dans les entrepôts. C'est pas forcément simple aussi dans les populations actuelles. Et puis,
effectivement rajouter de l'intérêt au job qui est réalisé au quotidien. En préparation manuelle dans un grand entrepôt, on fait vite 12-15 km par jour. La journée est fatigante. Sur un poste où je vais faire de la préparation de commandes avec de l'automatisation, je vais pouvoir me concentrer sur la valeur ajoutée et focaliser quelque chose en étant plus tranquille, avec un travail ergonomique, avec un poste aménagé. Et il va être aménagé pour la personne et pour le process qui va garantir la qualité autour. Même constat. Effectivement, ça me semble vraiment primordial de comprendre le contexte de l'entreprise qui vient nous voir, justement nous solliciter pour des solutions automatisées, comprendre quels sont les enjeux prioritaires. Il peut y en avoir plusieurs. On a parlé des mètres carrés, on a parlé de la productivité, de la qualité. Grégory en a parlé un petit peu. La disponibilité de la main-d'œuvre, c'est un très gros problème aujourd'hui pour beaucoup d'entreprises. C'est pas forcément quelque chose qui va se quantifier facilement en économie de coûts pure une fois qu'on sera passé à l'automatisation, mais par contre c'est quelque chose qui va apparaître sous la forme de chiffre d'affaires supplémentaire qu'on va être capable de générer parce qu'on sera plus bloqué par ce facteur-là. Et ça aussi, ça fait partie des choses à prendre en compte. Donc, j'ai envie de dire que ça dépend vraiment du projet, ça dépend vraiment de l'entreprise et du système aussi sur lequel on se projette. Il n'y a pas deux projets qui sont différents. On retrouve souvent quand même un ensemble de facteurs qui sont proches, mais une fois, ça va être vraiment la recherche de productivité pure. Sur le projet suivant, ça va être la problématique des mètres carrés, où là, par exemple, on a le choix entre changer de bâtiment et puis s'automatiser dans son propre bâtiment. Donc là, on a presque un retour sur investissement qui est immédiat quand on met le coût d'un projet immobilier dans la balance par rapport à l'automatisation. Voilà, donc les cas sont vraiment très divers. De toute façon, globalement, la supply chain est de plus en plus complexe. C'est-à-dire qu'on a eu une mondialisation heureuse, entre guillemets, où on est parti très très loin. Donc ça crée des points d'origine qui étaient multiples. Ensuite, derrière, il y a eu effectivement une capillarisation de plus en plus importante. Après, il y a des grands drivers qui fait qu'on automatise ou qu'on va vers l'automatisation. De toute façon, c'est pas très difficile. C'est-à-dire que quand il y a une augmentation du nombre de références, de commandes à traiter, d'urgences à traiter. Ça c'est un élément déclanchant, ça c'est l'augmentation. C'est un élément déclenchant majeur pour la simple raison que toute structuration humaine devient anthropique au bout d'un certain point. Bon, d'expérience, si vous préférez, c'est que quand vous êtes sur un entrepôt de plus de 200, 250 personnes, vous commencez à avoir des échelons hiérarchiques intermédiaires pour pouvoir gérer ça, et il y a une perte quelque part de la productivité liée à la personne individuellement. Ce qui fait qu'à un moment donné, peut mettre quelque chose en automatisation, c'est ramener quelque chose à une organisation qui devient fondamentalement plus contrôlable, première chose, et surtout qui fournit instantanément des données, parce que comme c'est un système automatisé, le système automatisé peut vous fournir des indicateurs de pilotage qui sont fiables et qui sont surtout en juste temps, c'est-à-dire immédiats. Ce qui fait que vous avez plus facilement un contrôle, si vous préférez, de l'instrument que vous êtes en train de déployer. C'est à la différence d'un entrepôt de 300-400 personnes. Si le management ou l'orientation managériale peut être difficile, si vous préférez, c'est comme un paquebot, ça prend plus de temps à être réorienté. Alors je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dès maintenant pour les intervenants, qui seront un plaisir d'y répondre à la fin des échanges. Alors, donc on a vu effectivement l'élément déclencheur, mais alors du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, comment s'assurer que les résultats obtenus, correspondent véritablement aux objectifs qui étaient visés au départ? Est-ce que ça nécessite un accompagnement tout au long de l'installation, et c'est quand même quelque chose d'important. Oui. Et ça, est-ce qu'il y a vraiment des indicateurs qui permettent de mesurer si les résultats finalement sont au rendez-vous? Alors, il y a un élément important en tout cas qui apparaît de plus en plus, c'est une volonté claire de nos clients d'avoir des outils de pilotage tactique et stratégique, c'est-à-dire tactique au sens maintenance du terme, quelque part de vérifier où est normalement l'installation, qu'est-ce qu'elle donne, et ce genre de choses, et puis quels sont mon niveau d'activité. C'est-à-dire par rapport à mon portefeuille de commandes que je dois traiter aujourd'hui, je sais à peu près où j'en suis. Mais au-delà de ça, c'est d'avoir des capacités à avoir une visibilité à plus long terme et en termes d'historique qui permettent de repiloter. Parce qu'il ne faut pas... Le but fondamental, parce que nos clients sont des entreprises privées, donc leur but c'est de gagner de l'argent.
Donc forcément, c'est de minimiser leur immobilisation en termes de stock. Donc il y a une recherche de ça, c'est-à-dire et d'avoir des outils qui leur permettent de traiter de mieux en mieux leur canaux de distribution. Bon. Donc une fois qu'on a répété l'évidence, c'est intéressant. C'est-à-dire que globalement, pour faire limiter ces immobilisations, ça veut dire qu'on va essayer de limiter au maximum possible ces stocks. Donc on va travailler de plus en plus sur des outils qui permettent d'avoir une planification de ce qui va arriver dans le futur. Et pour cela, l'avantage des systèmes automatisés, comme ils sont tout accompagnés généralement de l'écosystème d'un système informatique, le système informatique en question est capable d'avoir toutes les données nécessaires, théoriquement, pour pouvoir faire de l'analyse, de la préconisation, ce genre de choses. Donc actuellement, il y a une très forte volonté, justement, d'accompagner cet outil d'automatisation avec des outils de prévision qui permettent justement de limiter cette partie-là, et puis surtout de savoir quelle est la main-d'œuvre que je dois déployer autour de la machine, ce genre de choses, et qui permettent d'avoir des niveaux qui commencent à être assez fins, et qui autrefois étaient pris en charge par le bon vieux chef d'équipe ou responsable d'exploit qui disait j'ai à peu près besoin de ça demain pour mon équipe. Voilà. Ouais, ça c'est une vraie évolution, Benoît. C'est une vraie évolution. Parce qu'on a justement une capacité à le faire. Mais pour y arriver, alors je dirais l'indicateur final, c'est quand même le client. C'est lui qui finalement perçoit si ma nouvelle organisation répond à mes besoins, si j'ai pas de frustration par rapport à certains objectifs. Qui peut être une frustration aussi à un moment donné sonnante et trébuchante en euros si on a échoué dans un projet parce que c'est plus difficile de faire évoluer une installation automatisée qu'une installation entre guillemets standard manuelle, quoi. Ce qui signifie qu'un projet d'automatisation, ça se prépare, c'est un travail de longue haleine. On a parlé tout à l'heure de l'analyse des données, du besoin, du contexte de l'installation, mais c'est aussi, et on accompagne nos clients aussi jusqu'au bout, jusqu'à la montée en performance, donc côté client, donc en collaboration avec évidemment les intégrateurs, les fournisseurs de systèmes, pour mettre en place, alors pour gérer le phasage, je ne sais pas si on en parlera, mais pendant les travaux, la vente continue évidemment, mais surtout pour accompagner sur les phases de test, de montée en puissance de ces installations-là. Et bien souvent, oui, quand on voit ce qu'a fait le voisin, quand on regarde un reportage, papier glacé, j'allais dire, ça a l'air assez facile, mais finalement, il faut bien que les clients comprennent qu'il y a une énergie assez folle à dépenser pour la mise en place, les phases de test. Il ne faut surtout pas négliger ces phases de test et de monter en puissance. On parle de plus en plus des jumeaux numériques, c'est important de mettre en place des tests comme ça qui permettent de simuler un petit peu l'existant. Alors, j'apporte juste un bémol. Un jumeau numérique, c'est un outil de simulation qui nous permet plutôt de piloter en temps réel et de prendre les bonnes décisions. Nous, on est plutôt en phase de simulation de flux, c'est-à-dire qu'on va reconstituer, alors nous ou encore une fois le fournisseur, en fonction d'un niveau d'automatisation, on va reconstituer donc une organisation et on va tester cette organisation en fonction de données d'approvisionnement, de flux, de contraintes, de croisement de flux, de capacité, si on est dans un système automatisé avec des navettes, donc du nombre de navettes, le croisement, les risques de perte de temps et autres. Donc on va effectivement d'abord avoir cette phase, plus le système est complexe et plus on va devoir rentrer dans cette notion de simulation. Voilà, sur des systèmes un peu plus simples, on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Mais ce qui va permettre vraiment finalement, c'est une assurance sur un investissement, quoi. Je fais mon chèque, mais je sais que la solution va fonctionner demain et je suis un peu moins aveugle par rapport à d'autres, à juste un fichier Excel qui me dit que oui, c'est bien, ça va marcher avec 2 transstockers, 3 shuttles et 4 convoyeurs, quoi. Si on prend un peu de recul sur un projet, après la signature du contrat, on a fini l'avant-vente, on s'est mis d'accord à peu près, on a une idée du schéma et tout. Quand nous installons un AutoStore, par exemple, sur un projet qui va durer entre 9 et 12 mois, généralement, je prends un délai moyen là-dessus, le délai de construction mécanique, avant la phase de test, va être de 5-6 semaines, grosse maille. Donc, on n'est pas du tout dans l'échelle là-dessus. Il y a toute l'analyse fonctionnelle qui va être réalisée avant, définition des process, comment je vais brancher l'outil informatique qui va piloter tout ça. Quand je vais réfléchir à comment je le branche, quels indicateurs je veux surveiller aussi pendant la fête, c'est se projeter dans comment je vais exploiter la machine
pour la brancher comme il faut et faire que l'exploitation soit pas juste amenez-moi le bac dont j'ai besoin pour le mettre dans le carton. C'est toute la réflexion de ce qu'il va y avoir autour, les connexions avec le WMS, intégrer les informations de l'ERP qui vont descendre direct, et clairement, comme l'a dit Benoît, les phases de simulation qui va permettre à l'intégrateur de s'engager aussi sur les volumes, sur les indicateurs qui vont correspondre au business et aux clients. C'est une phase primordiale dans la phase de projet qui va sécuriser pour qu'on atteigne les résultats derrière. Bien sûr, la phase de test, après le montage, effectivement à ne pas négliger, parce que effectivement, on connaît comment la machine va marcher théoriquement. Une fois qu'elle est branchée, les tests physiques vont globalement bien se passer. Une fois qu'on va les brancher avec l'informatique, il faut faire le lien dans tout ça. Et c'est une phase primordiale sur le projet avant de partir en live. C'est une phase qui est des fois négligée, ça, quand vous rencontrez vos clients. Est-ce que c'est sous-estimé en tous les cas au début? Alors, effectivement, ça peut être sous-estimé, comme le disait Benoît tout à l'heure. C'est pas anodin de faire un projet d'automatisation, et même si le gros du travail est quand même fourni par l'intégrateur, le client doit s'investir dans son projet. Et il doit aussi se l'approprier pour faire en sorte que ça marche bien. Donc effectivement, il ne faut pas sous-estimer ces phases de test. Nous, en tant qu'intégrateur, on demande à ce que nos clients soient présents avec nous lors de ces phases de test, de façon à être à côté de nous quand on regarde l'écran, pour vérifier que les performances sont atteintes. Ce qu'il faut bien rappeler, c'est que quand on met en place un système automatisé sur un cas d'application donnée, on ne fait pas ça au hasard. C'est pas une machine qu'on met en place et on appuie sur le bouton et ça marche. C'est pas une machine standard, on n'appuie pas sur le bouton pour la lancer. On va dérouler tous ces tests, et surtout on va être engagé de par le contrat qu'on aura signé avec notre client sur un certain niveau de performance. Un niveau de performance qui correspond, normalement, si le travail a bien été fait sur l'expression de besoin et sur l'avant-vente, qui correspond à un cas d'usage qui est le métier de nos clients. Et donc en fait, c'est qu'une fois qu'on aura réussi à reboucler l'ensemble de ce cercle un peu vertueux finalement, qu'on aura la garantie d'avoir une solution qui répond aux besoins. Oui, bien cadrer le projet. De toute façon, l'outil est un serviteur du process. C'est-à-dire quel est le process que le client veut déployer. Et à partir de là, c'est mettre un outil qui répondra à ce process-là. Donc ce qui est important, c'est le process. Et donc par voie de conséquence, l'outil informatique est derrière. C'est-à-dire que c'est la façon dont on pilote cet outil, c'est la façon dont on règle cet outil, c'est entre guillemets les accessoiring, les spécificités qu'on va donner à l'outil qui va permettre de coller au mieux au process. On est quand même sur une approche entre guillemets d'un standard, parce que mécaniquement c'est une machine. Donc à un moment donné, même si on appelle ça un système, ce qui est une succession de sous-systèmes et donc de machines, c'est l'association de ces briques entre guillemets qui va faire la maison, qui va répondre au process du client. Et effectivement, c'est quelquefois, les clients sont parfois très focus sur leur définition de besoin, moins quelquefois ou plus difficilement sur la mise en place ou le fine-tuning, entre guillemets, donc l'analyse fonctionnelle, parce que ça nécessite une vraie expérience, parce que quelque part, pour pouvoir arriver de façon candide par rapport à ces sujets-là, il faut être accompagné quand même de gens qui sont entre guillemets, qui ont un petit peu de recul et qui peuvent... Parce que, alors, non seulement le diable s'habille en Prada, mais il se cache aussi dans les détails. Voilà. Et donc, forcément, le fait de louper quelques éléments qui pourraient ne pas exister comme problématiques dans le manuel peuvent être de vraies problématiques au niveau de l'automatisation. Donc, il faut mesurer les conséquences de chacune des décisions qui sont prises. Et donc, il y a un phénomène d'arbitrage. Et comme l'a défini très bien Grégory, c'est qu'il a raison, la partie purement mécanique ou présence physique, le montage, ça se fait relativement rapidement. Après, derrière, il y a un peu plus de temps sur la partie mise en service, réglage, etc. Mais il y a une énorme, et c'est là où se trouve l'enjeu principal, qui est la partie analyse fonctionnelle physique, donc des process fonctionnels qui vont être déployés, et surtout la définition informatique qui va être effectuée. On n'en a pas encore parlé, mais tout ce qui est évolutivité du système, scalabilité, capacité à pouvoir s'adapter
à la taille de l'entreprise, à ses volumes, etc. Ça, c'est quelque chose qui a contribué à la démocratisation de l'automatisation, Benoît? Alors, ça contribue et ça s'anticipe, Oui. même si, voilà, bien malin qui sait ce qui va se passer à l'entreprise dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, si on va passer de la chaussure à la botte ou de la chaussure à la claquette, hein, puisqu'on on est sur des configurations de colis un peu différents. Alors quand je dis ça s'anticipe, c'est-à-dire que, alors ça fait partie, nous, quand on va comparer différentes technologies, on ne parle pas fournisseurs à nos clients dans un premier temps, on parle technologie. Quand on va comparer plusieurs technologies, il y en a certaines qui sont plus évolutives que d'autres, ou certaines où on peut avoir des investissements finalement par étape. Juste, il faut effectivement l'anticiper. On parlait de stockage cubique tout à l'heure, où oui, on peut agrandir une structure, mais il faut quand même anticiper sur les notions de capacité de préparation, parce que quand on grandit, en général on grandit en stock, mais on grandit aussi en capacité. On a besoin d'augmenter cette capacité de préparation de commandes, et donc il faut aussi anticiper sur les postes de travail, dire là on en installe 2 ici, et puis on réserve une surface à côté, où en tout cas on se met pas tout à fait contre un mur, parce que derrière, une fois qu'on est dans le mur, c'est le cas de le dire, on est dans le mur, quoi. Donc on va plutôt s'étendre sur l'autre côté. Donc on essaye, quand on fait nos analyses, donc il y a cette analyse de l'historique, hein, parce qu'il faut calibrer sur des notions de pic, etc., de capacitaire. Et puis on prend justement, on traduit la stratégie du client. En général, il a quand même une vision minimum à 5 ans, en disant voilà, dans 5 ans je veux aller. Donc on retraduit ces chiffres, on va les propulser vers ces 5 années, déjà pour calibrer, parce que le temps du projet, si quand on appuie sur le bouton, on est déjà sous capacitaire, c'est dommage quand même, hein, parce qu'on aura tout gâché. Donc on essaye d'anticiper, et on va au-delà en disant oui, mais et après-demain, qu'est-ce qu'on fait? Et donc on essaye effectivement d'anticiper. Et pour le coup, ça peut être éliminatoire pour certaines technologies. Ouais. Je précise que vous êtes un cabinet conseil spécialisé dans l'automatisation, mais vous êtes agnostique, hein, c'est ça? Vous n'êtes pas attaché à un constructeur en particulier? Effectivement, on revendique notre neutralité vis-à-vis des fournisseurs. Alors quand on est spécialisé en automatisation, il nous arrive aussi de dire à des clients, la solution n'est pas l'automatisation. Ouais. Voilà. Parce que ça ne s'applique pas partout, hein, évidemment. Et donc, on compare justement des solutions des plus manuelles jusqu'aux plus automatisées, parce qu'il peut y avoir aussi, à travers l'amélioration continue, des axes de progression ou des aménagements de postes de travail, des solutions aussi qui peuvent satisfaire un besoin client. Et justement, vos clients, ils viennent avec un besoin précis ou avec un constructeur en tête? Ça dépend des clients. Voilà, effectivement, il y en a qui voudraient bien faire comme le voisin ou ce qu'ils ont vu, parce que dans leur secteur d'activité, un tel a fait ça, ça peut être bien. Donc, ça veut dire qu'on étudie. En fait, nous, on repart de zéro, entre guillemets, et on va vraiment... on a un vecteur pédagogique vis-à-vis de nos clients. Voilà, de leur expliquer, c'est que à la fin, quand ils vont faire un chèque, on va faire une estimation forcément du CAPEX et de l'OPEX, hein, voilà, sur ce retour sur investissement, mais on amène aussi cette couche de critique, entre guillemets, qui peut être très positive, hein, mais critique sur les technologies, de comparaison, en disant justement, il y a un système qui est plus évolutif que l'autre, il y a un système qui est plus facile à mettre en place que l'autre, qui va nous permettre peut-être un meilleur phasage, au vu aussi de votre structuration de système d'information, de l'existant, on va plutôt, on va avoir une matrice finalement de décision qui va pas être que financière, mais qui va être aussi très qualitative sur les technos et les solutions proposées. Il y a une notion que je trouve assez intéressante là-dessus, pour faire un parallèle avec l'aéronautique, c'est la notion de domaine de vol. Pourquoi je trouve que c'est intéressant? Parce que je trouve que c'est directement transposable à ce qu'on voit dans l'intralogistique. Le domaine de vol, c'est quoi? C'est un ensemble de paramètres mini-maxi, typiquement la vitesse, l'altitude, et puis encore d'autres, qui vont définir une enveloppe au sein de laquelle un avion va pouvoir voler en sécurité. Et en fait, sur un système automatisé, on est sur le même genre de principe. On n'est pas sur des paramètres physiques, on est sur des paramètres logistiques, la profondeur de stock, la largeur de la gamme, les flux d'entrée-sortie, la capacité de stockage dont on va avoir besoin. Et tout ça va nous définir une enveloppe au sein de laquelle notre système automatisé va pouvoir évoluer. Et on a certains systèmes qui vont être très performants sur certains paramètres qui vont pouvoir nous permettre d'aller très loin, typiquement des multi-shuttles qui
peuvent aller chercher de la très très grosse cadence. Et d'autres systèmes qui, à l'inverse, vont être beaucoup plus versatiles, beaucoup plus évolutifs. Et du coup, dans ce sens-là, sécurisant pour l'entreprise en tant que choix. Mais dans tous les cas, il faut une bonne tour de contrôle et puis des bons aiguilleurs du ciel, j'imagine. Exactement. Non, et puis à nouveau, un Concorde ne fait pas la même chose qu'un A380. Ouais. Voilà. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pour reprendre un petit peu cette partie métaphore, c'est-à-dire que chacun, enfin, les paramètres sont assez, je pense qu'ils peuvent être limités. Quelle est la charge que je dois manipuler? Il est bien évident que, par exemple, à un sort, vous ne mettrez jamais une pièce de 3 tonnes à l'intérieur d'un bac. Donc c'est une évidence physique. Donc il y a d'abord une évidence physique à mettre, qui est abordée. Hein. Donc, et à partir de là, qui limite aussi quelque part le portefeuille technologique qui est déployé. Ensuite, il y a effectivement la notion de quelles sont les tâches et les missions, donc les fameux détails. Ouais. Est-ce que je veux un flux séquencé? Est-ce que je veux pas un flux séquencé? Est-ce que j'ai du temps pour préparer? Est-ce que j'ai pas de temps pour préparer? Donc c'est un petit peu comme la taylorisation de la tâche. Hein. C'est-à-dire que si je cherche la machine la plus performante, c'est pas forcément la machine la plus flexible. Mais c'est la plus performante dans l'absolu. Par contre, si les paramètres changent, forcément, comme elle est plus, on va dire, elle a coûté plus cher à l'investissement et puis elle est moins mobile, bon, là, forcément, on se retrouve coincé. Mais l'inverse est vrai. C'est-à-dire qu'on peut très bien déployer une machine extrêmement versatile, polyvalente, mais elle n'atteindra jamais la performance de quelque chose qui est étudié pour. C'est exactement la même chose, si vous préférez, pour faire simple. La métaphore automobile, c'est toujours l'idéal. C'est comparer une Formule 1 avec un 4x4. Voilà. Vous voulez aller plus vite sur le circuit, vous prenez une Formule 1. Ça vous coûte cher, mais c'est la plus rapide. Donc, partie, vous prenez un 4x4, vous ferez moins de performance sur le circuit, mais vous irez un petit peu plus ailleurs, voilà, sur les routes. Et chez Système Logistique, vous avez des 4x4 ou des Formule 1? Alors, les 4x4, non, mais justement, pour répondre, c'est pour ça que les intégrateurs d'un certain niveau qui conçoivent, etc., qui ont un portfolio technologique, peuvent proposer des outils sous correspondance par rapport à ça. Et à nouveau, et je ne veux pas le cacher, c'est-à-dire que, si je veux faire une métaphore qui est mal placée, mais c'est un petit peu comme la séduction. Vous avez des gens avec lesquels vous entendez bien et d'autres avec lesquels vous entendez moins bien. Bon, c'est la vérité. Mais avec quelle voiture? Exactement. Voilà, donc c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a, dans le cadre du système logistique, on fait de l'AGV, on fait de l'AMR jusqu'à du transstocker. Donc, et on est plutôt, parce qu'on est basé sur une expérience, parce que nos métiers sont un métier de réputation, donc quelque part, c'est nos clients qui bâtissent nos réputations. Donc nous, on est plutôt orienté dans la palette et l'agroalimentaire, si vous préférez. Bon, du négatif jusqu'au positif, et ainsi de suite. Bon. Maintenant, je n'aurais pas la prétention, si vous préférez, de faire ce que fait Cardex avec son autostore. Mais dans certaines conditions, dans certaines typologies de clients, dans certains besoins, je peux offrir une réponse. Donc c'est pour cette raison-là qu'on a tous un petit peu nos spécificités en termes d'entreprise. Après, et c'est là où on arrive à cette notion d'intégrateur. Après, si vous avez l'outil informatique qui vous permet de contrôler, d'aller extrêmement loin de récupérer des technologies ou ce genre de choses, ça, on peut le faire. Mais on a quand même un cœur de business, comme tout le monde. Je vais me tourner vers la régie parce que je crois que nous avons énormément de questions. Hervé, bonjour. Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous. Vous avez mentionné les données d'analyse des entrepôts. Parmi celles-ci, la préoccupation énergétique est-elle déjà une priorité? Et dans quelle mesure cela influence-t-il votre manière de concevoir les entrepôts? Alors, la réponse est oui. Déjà parce que les législateurs font en sorte que ce soit de plus en plus le cas. Puis surtout, il ne faut jamais oublier que quand le coût de l'énergie a été multiplié par 2, par 3, ce genre de choses, la consommation énergétique devient un vrai problème. Ouais. Voilà. Donc, et ça rentre de plus en plus dans la notion de retour sur investissement. C'est-à-dire qu'autrefois, on comptait que j'ai moins de personnes, donc ça coûte moins cher pour cette partie-là. Mais maintenant, de plus en plus, l'impact énergétique, quand vous liez le nombre de kilowatts qui peuvent être dégagés sur des exploitations extrêmement importantes, c'est très très loin d'être négligeable à la fin de l'année. Donc il y a quand même une notion à nouveau très forte qui apparaît par ceci, mais qui est de plus en plus prise en compte, en tout cas dans le développement des outils informatiques qui sont développés par rapport à ça. C'est-à-dire profiter éventuellement de je suis en basse activité, donc je switch off une partie de mes équipements, pour pouvoir moins utiliser d'énergie, en tout cas d'avoir une consommation qui soit moindre dans le temps, à tout niveau. C'est-à-dire que des équipements automatisés, pour le rappel,
si vous êtes dans une activité extrêmement automatisée, elle n'a pas besoin d'avoir des degrés de température qui soient intéressants. Je m'explique. Un AGV, lui, il n'a pas de problème à rouler à 0 degré. Voilà. Ni une machine mécanisée d'un robot qui paletise. Lui, d'être dans un entrepôt à 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés, lui, ça lui pose pas de problème. Ça lui pose pas de problème, quoi. Donc lui, il peut être complètement dans une température ambiante, tandis qu'un quelqu'un qui est posté sur un poste, lui, il a besoin d'un minimum de confort, ce genre de choses. Vous voyez, Donc, et tout ça est utilisé de plus en plus actuellement. Et d'ailleurs, c'est une demande. Tous les grands groupes, entre guillemets, qui font de l'automatisation demandent ça de façon... c'est un élément de différenciation. Et on l'intègre dans les ROI, aujourd'hui, dans l'analyse du choix de la solution, la consommation électrique, elle est prise en compte, le positionnement, l'intégration dans le bâtiment. Au-delà de ça, même nous, dans notre image de marque, côté Dematic, on est certifié EcoVadis Platinum pour avoir cet engagement vis-à-vis de la planète. C'est une des forces. Et aujourd'hui... tout le monde va s'orienter là-dessus. Donc, c'est sûr que dans les critères de décision, cette partie verte est devenue une partie forte. Tout à l'heure, on parlait des mètres carrés, on parlait de l'empreinte carbone. On boucle, forcément, sur ces sujets-là. Hervé ? En complément de la phase de définition de process cible qui est primordiale, la gestion du changement est parfois un peu, entre guillemets, légère dans ce type de projet, alors qu'elle est tout aussi importante pour l'adhésion des équipes opérationnelles et la réussite du projet. Comment abordez-vous cette question ? Oui, Benoît. On parlait tout à l'heure des phases de test qui étaient importantes. Il y a cette phase de formation, évidemment, qui est importante. Alors, vous faites de la formation. On fait de la formation, j'allais y venir. On est allé chercher la certification Calliope il y a 3 ans maintenant. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est que les gens soient formés sur leurs outils et aussi parce qu'on est généralement, ou dans pas mal de cas, sur des populations qui travaillent dans des entrepôts qui n'ont pas forcément la formation logistique ou supply chain derrière. Et on a envie que nos clients, alors que ce soit système automatisé ou pas, que les collaborateurs, nos clients, aillent pousser d'abord leur système au bout et savent ce qu'ils doivent aller chercher comme capacité, comme organisation, comme processus, aller pousser au bout parce que on est bien souvent devant un WMS où on ne va pas finalement pousser le système, on ne va pas aller chercher toute la capacité, tout ce que saurait offrir le WMS en termes de paramétrage et autres. Et c'est la même chose sur le changement, c'est-à-dire voilà, alors on peut utiliser des outils de simulation de flux d'ailleurs pour faciliter cette notion de formation, et voilà. Demain, l'organisation, c'est ça. Il y a quand même un gros impact sur le profil aussi des utilisateurs et sur les compétences. On parlait de chef d'équipe tout à l'heure qui, peut-être en fin de journée, disait « Oh les gars, faut booster maintenant, faut y aller parce que le camion va partir. On rapatrie des effectifs sur un secteur bien spécifique. » Là, le chef d'équipe ne pourra pas dire ça à son système automatisé, évidemment, quoi. Mais par contre, s'il y a le convoyeur central ou un poste de travail qui s'arrête, il faut qu'il soit en mesure et qu'il soit autonome pour remettre en route le plus vite possible ou au moins apporter une analyse le plus rapidement possible. Donc on est dans une configuration différente, il y a des compétences différentes et il faut qu'on accompagne effectivement à ce changement au poste de travail, des aménagements. Et je me suis laissé dire que vous avez une approche ludique aussi maintenant de la formation. Alors on a une approche ludique puisque quand on peut le faire, on fait effectivement des formations. Alors on mixte entre la partie théorique et la partie terrain. On est bien accompagné aussi sur les postes de travail et on customise un escape game en sortie de formation plutôt qu'un test de formation classique. Ça amène un petit côté ludique et ça permet aussi de passer des échelons. Donc, on reprend les thématiques qu'on a abordées à travers ces escape games et puis qui nous mène jusqu'à un petit diplôme à l'issue de la formation. C'est quelque chose qui est très apprécié par les collaborateurs. Cette question-là est essentielle. C'est-à-dire que comme dans un entrepôt manuel, entre un bon manager et un mauvais manager, entre guillemets, avec le même personnel, vous avez des écarts de productivité qui sont extrêmement importants. Sur l'automatisation, c'est pareil. J'aime bien mettre ces métaphores, vous m'excusez, c'est ma spécialité. Quand vous passez votre permis de conduire, vous passez une formation pour conduire votre voiture. Parce que vous pouvez mettre quelqu'un qui n'a jamais conduit de voiture à l'intérieur de la voiture, il n'aura pas tout à fait la même performance que quelqu'un qui aura eu un entraînement préalable à l'intérieur de sa voiture-là. Bon. Ça en est pareil sur l'automatisation. Donc l'intégration des opérationnels, je dis bien des opérationnels parce qu'on a tendance à aller vers l'ingénierie, la maintenance, ce genre de choses, mais les opérationnels, donc le chef d'équipe ou le responsable d'équipe, qui autrefois exploitait une équipe
manuel, donc avec ses collaborateurs, va contrôler, entre guillemets, une machine ou dans son comportement et son orientation. L'intégration doit s'effectuer au moment des tests, très très vite, extrêmement rapidement. C'est-à-dire qu'il faut être partie prenante et avoir une connaissance des subtilités de réaction de la machine ou avoir une idée de quand la machine fait ça, c'est qu'il y a une indication de ça. Et donc, ça lui permet d'avoir un avantage sur le pilotage. Et très clairement, concrètement, par rapport à des systèmes automatisés qui sont successful, enfin, qui sont des succès en termes de déploiement, ceux qui ne sont pas des non-succès en développement, bien souvent, et la vaste majorité des cas, c'est le fait qu'on n'intègre pas suffisamment tôt et on ne forme pas suffisamment les collaborateurs qui vont exploiter cette machine. Moi, j'irais même plus loin que toi. L'intégration des opérationnels, elle doit être faite sur la fin de l'analyse fonctionnelle, dans la relecture. La fin de l'analyse fonctionnelle, un délivrable, c'est la définition des tests. Si les bonnes personnes sont mobilisées, et c'est sûr que pour l'entreprise, c'est un effort, parce qu'il faut déplacer des gens qui sont productifs pour les investir sur quelque chose qui va arriver pas encore tout de suite. Mais si on les investit au bon moment, ces tests, ils sont bien orientés, ils vont déjà être orientés dans le business, ils vont être et on va embarquer les opérationnels dans ce changement, parce que dans cette définition des tests, ils vont pouvoir se projeter aussi à répéter quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire au quotidien. Et par contre, Yann, tu as complètement raison, cette phase de test, elle ne peut se faire que avec ces opérationnels-là, parce qu'ils vont se projeter aussi dans leur vie du quotidien, parce que c'est leur réflexe journalier qu'ils vont faire, et ils vont apprendre, poser ces excellentes mauvaises questions, ou ces très bonnes questions, autour de tout ce qui s'est passé dans la phase de construction, et le transfert de responsabilité, il se fait là. Donc oui, il faut identifier les key users, il faut identifier les bonnes personnes qui vont être exploitées. Je suis complètement aussi d'accord sur le fait qu'un très bon chef d'équipe qui gère une équipe de 20 personnes, c'est pas forcément avec ces compétences-là qu'il va pouvoir gérer de la mécanisation. Il faut qu'il se transforme, qu'il acquiert d'autres compétences, donc il faut effectivement le mobiliser le plus tôt possible. Hervé ? Quel pourrait être l'impact de l'arrivée de l'IA dans ces systèmes automatisés ? Qui c'est qui veut la prendre ? J'adore. L'IA, moi j'ai préparé cette réunion avec un... Donc je ne vais pas le cacher, hein, vous voyez. Donc ça donne un cadre, entre guillemets, ça donne un cadre d'aide à la décision. Qui est beaucoup plus rapide. Après, derrière, il faut jamais... c'est comme si vous aviez, entre guillemets, un date, en tout cas, pour l'instant, parce que ça va évoluer. Hein. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est un aide. Il n'est pas impossible que demain, ça se transforme en choix décisionnel donné par l'IA, mais ça reste à prouver. Mais en tout cas, ça permet d'avoir plein d'éléments prédictifs, en réalité. Notamment par rapport à des portefeuilles de commandes. Alors maintenant, on est quand même... faut relativiser cette partie-là. Dans nos métiers, on est encore dans les balbutiements. Oui. Bien que ça évolue extrêmement rapidement, notamment sur les aspects maintenance, le prédictif sur les phénomènes de casse, de changement de consommables, ce genre de choses. Et après, derrière, sur l'interrogation des chefs d'équipe, c'est-à-dire qu'autrefois, on se contentait d'un certain nombre de KPIs ou tableaux de bord qui étaient fournis, qui étaient plus ou moins fixés et figés, entre guillemets. Maintenant, avec les IA génératives, où on peut interroger l'IA, on peut aller extrêmement loin sur des définitions et tout type de questions et tout type de pilotage. Et de façon complètement en ligne et complètement modifiée et rafraîchie à chaque instant. Et on peut demander n'importe quoi. Et ça devient extrêmement intéressant, notamment pour les managers et les orientations d'entreprise. Donc il y a quand même un enjeu à la fois tactique sur l'aspect maintenance et stratégique sur l'orientation future qui peuvent être données par rapport à l'activité. Il ne faut jamais oublier qu'un système automatisé qui est extrêmement pénétrant dans un process logistique d'entrepôt, fondamentalement, c'est lui qui assure ou qui voit passer l'intégralité des flux. Donc ça peut même devenir des outils qui dépassent très largement ce qui se fait à l'intérieur de l'entrepôt. C'est aussi du pilotage de production, hein, donc, et notamment de définition de PDP, de pic, ce genre de choses. Hein, donc plan industriel, plan industriel et commercial, et puis de plan de directeur de production. Et donc ça va extrêmement loin, ça va devenir extrêmement majeur, parce que ça va interconnecter de l'amont et de l'aval de façon beaucoup plus forte que ce qu'elle n'était autrefois. Ouais. Dans le lancement, oui. Il ne faut pas oublier qu'on a parlé d'informatique. Le WCS, le Warehouse Controlling System, qui va piloter l'automatisation, il a
une vision, il va piloter à la seconde l'automatisme qui se passe là-dessus. Donc on n'est pas dans l'anticipation énorme sur les sujets là-dessus, c'est vraiment dans les process que ça va être intégré. Par contre, il y a des évolutions qui vont en parallèle de la technologie avec les composants communicants qui effectivement donneront d'autant plus de data d'un point de vue maintenance pour pouvoir anticiper des pannes futures, et je pense que ça va être ce qui va arriver à le plus court terme, et je suis complètement d'accord avec ça. C'est déjà en cours. Exactement, en fait on parle beaucoup d'IA comme d'une révolution. Alors effectivement, il y a des choses qui sont révolutionnaires dans l'IA, mais il y a aussi un rebranding de choses très intéressantes qui existent depuis déjà un certain temps. Oui, tout à fait. Typiquement sur les outils de maintenance, la maintenance prédictive, ça fait très longtemps que ça existe. Effectivement, c'est remis au goût du jour, c'est peut-être reformaté sur des plateformes qui sont plus attirantes et plus simples à utiliser. Mais je veux dire, ce sont des choses qui sont natives à partir du moment où on a un système automatisé qui tourne avec un pilotage informatique qui permet de capter des données. Parce qu'à partir du moment où on capte des données, on est capable d'analyser ces données derrière et du coup, par conséquent, d'en déduire des probabilités de panne, des maintenances à prioriser, etc. Mais du coup, c'est la rapidité. L'intelligence artificielle va amener la rapidité sur cette data issue des GMAO, des gestions de la maintenance assistée par ordinateur qui existent effectivement depuis des années. Par contre, on sera beaucoup plus efficient et peut-être que, comme l'intelligence, elle viendra détecter des choses qui n'étaient pas forcément une évidence. On va peut-être gagner un petit peu. Oui, parce qu'il fait des études statistiques sur les pannes, les taux de panne, ce genre de choses. Et vous pouvez même avoir de la reconnaissance caméra sur certains points, où vous monitorez en fin de compte par caméra comme un œil d'un technicien. Et l'intelligence artificielle est capable de dire, d'interpréter en disant attention, par exemple sur un trieur, par exemple, vous mettez une caméra pour savoir à quel endroit, à quel moment vous pouvez nécessiter éventuellement une intervention humaine. Finalement, un multiplicateur et accélérateur d'information. Voilà, qui permet une meilleure réactivité. Hervé ? Pour les entreprises qui distribuent via différents canaux de distribution, donc quelles sont les tendances concernant la préparation de commandes B2C et B2B? Y a-t-il des lignes ou autostore omnicanal ou plutôt un renforcement du spécifique selon le canal? Ça dépend, ça dépasse. Effectivement, tous les cas sont dans la nature. Faut vraiment regarder en détail le cas d'usage. Il y a des projets sur lesquels on est en préparation omnicanal. Avec du B2C, on va alimenter des magasins, du B2C, on va alimenter des clients finaux via du e-commerce par exemple, et du B2B où on va alimenter des magasins, où là, on peut assez facilement traiter le même flux dans le même système, typiquement sur la préparation en détail. Il y a des sujets sur lesquels on n'est pas du tout là. Je reprends l'exemple du e-commerce et du magasin. Quand on est sur un flux, dans le textile par exemple, un flux poussé de mise en collection, on va avoir du mal à le traiter dans le même système qu'un flux de e-commerce où on va vraiment être sur de la préparation de détail parce qu'on va pas être sur les mêmes unités d'œuvre. On va typiquement envoyer un carton assorti avec toutes les tailles et les coloris d'un même vêtement dans le premier cas, et puis dans le deuxième cas on va traiter la pièce unitaire. Donc encore une fois on en revient en fait au début de la discussion et à la bonne définition du besoin, à l'analyse du fonctionnel pour déterminer la bonne solution. Alors, il y a quand même une différence, c'est que le choix, c'est de réduire les immobilisations, parce qu'il y a un enjeu financier à tout ça. C'est-à-dire que le fait d'avoir plusieurs canaux de distribution, ça peut emmener à avoir plusieurs typologies de stockage, qui peuvent être indépendants. Si on veut réduire, et puis surtout de faire des effets de levier, d'être en possibilité selon les moments de mode, l'évolution du marché, parce que le Covid c'était ça, c'est qu'à un moment donné, les magasins se sont fermés, il y avait une vente massive sur Internet et que personne n'était prêt en réalité. Bon. Et il y a quand même maintenant, Internet est en train de ralentir aussi un petit peu, faut être assez clair là-dessus. Et le flux magasin, c'est un petit peu rééquilibré par rapport à ça. Il y a quand même une volonté de la part de clients, en tout cas moi je sens dans mon métier, entre guillemets, de se dire, je veux à partir d'un point unique, être capable de traiter tout, ou faire tout. En tout cas, il y a une volonté parce que c'est une réduction des stocks, c'est le fait d'utiliser un seul stock pour faire les deux.
donc entre les commerces, le client, et même cas de figure, s'il y a éventuellement des invendus de magasins, de pouvoir les retourner pour refaire du e-commerce. Vous voyez, c'est cette notion de synergie, d'utilisation maximum, entre guillemets, des stockages et des immobilisations. Immobilisation financière. Voilà. Ça veut dire qu'il y a quand même une notion, en tout cas dans mon métier, parce que on est intégrateur et qu'on est dans un scope complet, entre guillemets, de détail et de la palette, il y a une volonté de la part de nos clients de se dire attention, moi je veux à peu près faire tout. En tout cas sur un point de départ. Ce qui fait que si stratégiquement j'ai une difficulté sur un des sujets, je suis capable de basculer de l'autre côté. Et donc quelque part d'être plus protéiforme et plus adaptable aux besoins marchés à l'instant T. C'est ce que j'allais dire, la flexibilité devient un des critères majeurs. On a parlé de flexibilité quasiment depuis une heure. Ça devient un critère super important dans la prise de décision. Et après, pour faire le lien et prendre un peu de recul, effectivement, on peut être super flexible et avoir multi-technologie, ça va coûter plus cher. Et donc on revient dans de la gestion de risque. Et comment est-ce que j'arrive à identifier et à quantifier, à ramener un dénominateur commun qui peut être l'euro, de se dire quel risque je prends et si je veux couvrir 100% des risques, quel montant je dois mettre en face. Et ça après, on a des multi-technos, on est capable d'avoir des sujets, et sur des bâtiments qui peuvent être très grands, c'est pour ça qu'on va retrouver différentes technologies qui vont permettre de répondre à ces différents besoins pour mesurer les risques. Effectivement, quelle est la boule, personne n'a la boule de cristal pour regarder ce qui va se passer, mais on sait l'anticiper. On va prendre une dernière question parce qu'on a dépassé l'heure, je crois. Est-ce que le ROI d'une automatisation est facile à calculer et est-ce qu'il peut y avoir des coûts cachés? Alors, chacun va partager sa réponse. Très, très vaste sujet. Il y a des choses qui sont assez facilement quantifiables, auxquelles on pense directement, c'est les économies de masse salariale et ce qu'on va gagner sur les surfaces. Donc vraiment ce qui porte sur les coûts directs. Après, est-ce qu'il peut y avoir des coûts cachés? Je rejoins mon confrère. Il y a surtout des gains cachés qu'on a tendance à oublier quand on fait nos études de ROI avant le lancement de projet, parce que ces gains sont compliqués à quantifier. Ça va être tout ce qui porte sur l'amélioration des qualités, l'amélioration sur la gestion des retours, parce que du coup, si on a moins de non-qualité, on a aussi moins de retours sur l'entrepôt. On parlait tout à l'heure de difficultés à recruter et donc de possible augmentation de chiffre d'affaires. Comment on compte ça, comment on le suppose, c'est pas facile. La réduction des TMS. La réduction des TMS, la fiabilisation du personnel. Donc voilà, tout ça, ce sont des aspects qu'il faut prendre en compte. Et en fait, il faudrait presque se faire une sorte de checklist avec une trentaine de points avant le projet pour être sûr d'avoir regardé chaque aspect de calcul. Pas de coûts cachés, mais des gains cachés. Yann? Même cas de figure, un petit peu comme Jean, c'est-à-dire que on a l'amont, on oublie un petit peu de regarder l'amont. C'est-à-dire que l'amont, par exemple, le fait de e-commerce, généralement on mettait un entrepôt dédié à e-commerce, un entrepôt dédié pour mes points de vente. Là maintenant on réunit les deux, donc il y a de l'immobilisation, on va dire. Ça veut dire qu'il y a moins de transport, parce qu'on ne va pas couper nos stocks en deux. Enfin, il y a des camions qui vont partir moins chargés pour aller vers deux destinations différentes. Donc il y a cette notion d'amont. Il y a cette notion clairement d'aval, au même cas de figure, c'est-à-dire que comme l'automatisation peut séquencer beaucoup plus efficacement, beaucoup plus facilement que ce que fait la préparation manuelle, en tout cas la préparation manuelle pourrait le faire, mais ça coûterait extrêmement cher. Donc l'automatisation offre cette opportunité de le faire à moindre coût, quelque part. Et ça peut avoir des impacts avec le point final aussi, c'est-à-dire notamment la facilité à mettre en rayon au sein d'un magasin, le fait que toutes les informations sont portées par la marchandise, le fait que je puisse mettre exactement les références classées les unes derrière les autres, ce qui fait que ça enclenche moins d'opérations logistiques au sein du magasin, ce genre de choses. C'est ce qui est un des justificatifs majeurs, entre guillemets. Par exemple, on parlait d'Édouard Leclerc, un des justificatifs majeurs de l'automatisation des entrepôts. Au niveau de l'entrepôt, ils sont sur des ROI de plus de 15 ans. De plus de 15 ans. En réalité, quand on gratte un peu, ils sont autour des 20 ans. En réalité. Par contre, la vraie économie, et c'est pour cette raison-là que les adhérents y vont, c'est leur économie chez eux, dans leur magasin. Et ça, c'est pas rentré dans l'équation. Mais s'ils ont multiplié ce genre de choses, c'est parce qu'il y a un intérêt à ça. Ça coûte moins cher en transport,
et ça coûte moins cher dans l'application. Mais maintenant, sur les coûts cachés, la réponse est oui. Les coûts cachés, parce que, même cas de figure, vous avez des équipements qui ont une durée de vie, qui sont extrêmement importantes, et la métaphore automobile, comme d'autres choses, où vous avez des moments, des étapes, entre guillemets, qui seront à prendre en compte aussi, qui consistent à dire, à un moment donné, au bout de 7 ans, 8 ans, j'ai une révision qui est un peu plus importante. Et comme dans les systèmes informatiques, on oublie un petit peu vite, c'est-à-dire que quand on achète un système informatique, il y a un hardware derrière, et les serveurs de chez Microsoft, tous les 6-7 ans, ils se changent. Bon, ça c'est valable pour le manuel comme sur l'automatique. On va passer à la réponse de Grégory sur le ROI. Est-ce que par exemple sur un AutoStore, on est capable de dire aujourd'hui un AutoStore a un ROI de tant d'années? Ça va beaucoup dépendre des clients et d'où il vient. Si on part d'un entrepôt où était full manuel, effectivement, le ROI sera d'autant plus facile. Moi, j'ai souvent tendance à dire que les ROI qu'on va proposer et qu'on va valider avec nos clients sont plutôt précautionneux pour être sûr de bien embarquer et puis d'être sûr que la validation du projet là-dessus. Moi, on va prendre un petit peu de recul parce que quand on parlait de gains cachés là tout à l'heure, l'image de marque par exemple de la boîte qui va investir dans la mécanisation, elle envoie un message à ses clients d'investissement là-dessus, c'est pas mesurable et tout. Ça me fait penser à un des projets, on avait fait tout le design dans un grand bâtiment et tout, on avait mis la mécanisation, les flux, l'entrée, la sortie, et à la fin la validation, le patron il a dit non, l'AutoStore on va le mettre ici parce que je le veux auprès des bureaux quand on va faire les visites de site. Je veux que mes clients, ça soit la première chose qu'ils voient. C'est important dans l'image de marque, c'est pas quantifiable, et pourtant ça va envoyer une image, ça va aider à développer le business. Donc oui, il y a des coûts cachés, il faut anticiper. On a beaucoup de recul maintenant, ça fait quand même des années qu'on installe des solutions mécanisation, donc on sait anticiper et projeter des coûts d'exploitation sur 10 ans, sur 15 ans, et on sait là-dessus. Donc on n'anticipe pas toutes les évolutions du business, mais on sait en projeter quand même une grande partie. Moi j'ai plutôt tendance à dire qu'on arrive à avoir des ROI inférieurs à 5 ans, inférieurs à 4 ans sur des technologies qui permettent de se positionner et d'avoir confiance là-dessus. Et souvent, les gains, derrière, il y a encore des gains cachés qui permettent de se positionner. Et le mot de la fin au consultant? Le mot de la fin, alors c'est pas des coûts cachés, mais c'est des coûts à ne pas négliger, qu'il faut bien mettre dès le départ sur la partie ROI, c'est cette phase de projet, on en parlait tout à l'heure, l'investissement, les projets, les systèmes d'information, beaucoup, voilà, c'est ce que j'allais dire également, c'est des fois un gros pavé dans l'addition, voilà, la connexion, les phases de test, etc. Donc cette partie RH, donc effectivement on fidélise et on donne une image positive de l'entreprise, on fidélise les RH, mais il y a quand même un accompagnement à faire sur ce nouveau paradigme de l'entreprise. Et donc tout ça, c'est à prendre en compte effectivement dans les coûts au départ, ce qui n'empêche pas d'avoir un ROI à la clé sur des systèmes automatisés. Eh bien, merci beaucoup pour votre éclairage à tous les quatre. On a un petit peu explosé le compteur aujourd'hui en termes déjà de temps, mais aussi au niveau des questions qui ont été posées. Merci à vous pour avoir posé toutes ces questions. On n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions, mais rassurez-vous, nos intervenants on va leur transmettre les questions qui ont été posées et se feront un plaisir de vous répondre individuellement à l'issue de ce débat. Encore merci. Merci à vous d'avoir suivi ce débat. Désolé d'avoir dépassé l'horaire qui était prévu au départ. Et puis, écoutez, on vous donne rendez-vous pour un tout prochain débat sur les mercredis de la supply chain. À très bientôt. Merci, au revoir.